La boue des Vosges colle à mes genoux, une pâte glacée qui s'infiltre à travers le tissu usé de mon pantalon. Le froid de novembre est une morsure constante, un chien qui ne lâche pas sa prise. Nous sommes accroupis derrière un muret de pierre qui n'est plus qu'un tas de gravats, à peine une suggestion de protection. Le silence est ce qu'il y a de pire. Pas le silence de ma forêt du Jura, plein de vie discrète, mais un silence lourd, métallique, suspendu. Puis le son commence. Un grondement lointain qui n'est pas celui de l'orage. C'est un bruit de rouage, un déchirement de la terre qui se propage à travers le sol et remonte le long de ma colonne vertébrale. Mes camarades se figent, les yeux écarquillés tournés vers la route en contrebas. Moi, je ferme les miens un instant. J'essaie de retrouver l'odeur des pins, la sensation de la mousse sous mes doigts, mais il n'y a que l'odeur âcre de la peur et de la terre retournée. L'attente est une agonie lente. Il surgit du virage comme une bête préhistorique sortie de la brume. Un Panzer IV, massif, anguleux, couvert de boue séchée. Sa couleur grise se fond presque dans le paysage d'hiver, mais son mouvement est une insulte à la nature. La tourelle pivote lentement, son long canon balayant notre position avec une indifférence mécanique. Le bruit est assourdissant maintenant, un vacarme de moteurs et de chenilles qui écrase toute pensée. À ma droite, le jeune Dupont épaule son Maes 36, le fusil neuf dont il est si fier. Quelques tirs claquent, secs et inutiles. Les balles ricochent sur le blindage avec un bruit de moustiques frappant une vitre. La panique s'installe, visible dans les gestes saccadés, les respirations courtes. Nous sommes des fourmis sur le chemin d'un sabot de fer. La machine de guerre s'avance, implacable, et nous sommes déjà morts. Simplement, nous ne le savons pas encore tout à fait. C'est une fin brutale, sans poésie, une simple équation de métal contre de la chair. Et puis le silence retombe, plus lourd encore que le bruit du char. Un silence de défaite. C'est à ce moment-là que les têtes se tournent vers moi. Pas toutes en même temps, mais une par une, comme une vague lente et cruelle. Leurs yeux ne cherchent pas un sauveur. Ils me regardent, moi et mon vieux Darn posé sur le muret. Dans le regard du caporal Leblanc, ce Marseillais gouailleur, je ne lis pas de l'espoir, mais une pitié teintée d'ironie. C'est un regard qui dit « Alors, le Jurassien, tu vas chasser le canard allemand avec ton antiquité ?» Ces mots d'hier, lancés à la cantonade pour faire rire la section, résonnent dans ce silence de mort. Personne ne sourit, aujourd'hui. Mais la moquerie est là, intacte, plus tranchante que jamais. C'est l'humiliation finale. Me voir comme une anecdote, un anachronisme pathétique dont on se souviendra à peine, juste avant que l'obus ne nous pulvérise tous. Je baisse la tête, fixant la crosse usée de mon fusil. Je n'éprouve pas de colère, juste un vide immense qui se creuse dans ma poitrine, un froid intérieur qui surpasse celui de la boue. Chaque sacrifice, chaque franc économisé pour les études de Suzanne, chaque nuit passée à traquer le gibier pour payer les remèdes de ma mère, tout cela s'effondre dans le regard apitoyé de ces hommes. J'ai quitté ma forêt, mon devoir de protecteur, pour finir ici, en tant que blague tragique. La culpabilité est une pierre brûlante dans ma gorge. Mourir ici, ce n'est pas seulement ma faim, c'est la leur. Sans moi, qui veillera sur Henriette et sa santé si fragile? Qui s'assurera que Suzanne termine sa formation et ne finisse pas à l'usine? J'ai failli. J'ai cru que servir mon pays était une extension de mon devoir familial, mais je me suis trompé. J'ai abandonné mon poste, le seul qui comptait vraiment, pour devenir la risée d'une escouade condamnée. La honte est silencieuse, totale. Une image me traverse l'esprit, aussi nette qu'un éclat de verre. Les mains de mon père, larges et calleuses, se posant sur les miennes pour guider mon premier tir. J'avais 12 ans. L'odeur de la poudre se mêlait à celle de la terre humide du Jura, après la pluie. Le poids du Darn était immense pour mes épaules d'enfant. « Ce n'est pas une arme, Jean-Baptiste », m'avait-il dit, sa voix grave et douce. « C'est un outil. Il sert à nourrir, à protéger. Il demande du respect, pas de la colère. Tu dois connaître ses limites et ses forces, comme tu connais les tiennes. Ce fusil, c'est l'héritage de 4 générations. C'est le lien qui me rattache à mon père, Émile, emporté par la maladie bien avant cette guerre. Le voir aujourd'hui réduit à un objet de moquerie, le considérer comme inutile face à cette machine. C'est comme si on crachait sur la tombe de mon père, sur tout ce qu'il m'a appris.
C'est une trahison plus profonde que la peur. Je relève la tête. Je regarde à nouveau mes camarades. Ils sont pétrifiés. Leurs visages sont blêmes, leurs corps recroquevillés dans une attente passive de la fin. Leur modernité, leur confiance en leurs équipements ne leur sert plus à rien. Ils sont devenus des proies, figés par la terreur. Et c'est en voyant leur peur que quelque chose bascule en moi. La peur me quitte. Le soldat Roussel, le numéro de matricule, s'efface. Le chasseur reprend sa place. Mon souffle se ralentit, devient profond, régulier. Le vacarme du Panzer n'est plus qu'un bruit de fond. Je ne vois plus une forteresse d'acier invincible. Je vois une bête énorme, bruyante, et surtout, une bête aveugle si on sait où frapper. Elle suit une piste, prévisible. Elle a des yeux, fragiles. Le monde se rétrécit. Il n'y a plus la guerre, plus l'Allemagne, plus la France. Il n'y a que la forêt, un chasseur et sa proie. Une certitude froide et tranquille s'installe en moi. Mon geste est lent, presque cérémoniel. Je ne me précipite pas. J'attrape le darne, sa crosse en noyer poli par des décennies de paume. Le bois est froid, mais familier. Il est une extension de mon propre corps. Je le sens vivant entre mes mains. Je me lève légèrement, juste assez pour que ma tête dépasse le muret. Le cuir de la bretelle grince doucement. J'épaule le fusil. Le métal glacé de la plaque de couche se presse contre ma joue. C'est un mouvement que j'ai répété des milliers de fois, un automatisme qui calme le tumulte de mon esprit. Dans mon champ de vision périphérique, je sens le changement. Les regards de pitié ont disparu. Le blanc me fixe, la bouche entr'ouverte. Dupont a cessé de trembler. Leurs visages sont maintenant emplis d'une incrédulité totale, abasourdis. Le silence n'est plus celui de la peur, mais celui de la stupeur. La question flotte entre nous, aussi lourde que le char qui approche. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mon monde d'avant n'était pas fait de bruit, mais de silence. Un silence vivant peuplé par le craquement d'une branche sous le pas d'un chevreuil, le souffle du vent dans les sapins du Jura. Chaque aube était une promesse de travail, une solitude choisie. Mes journées étaient des kilomètres de marche, le dos courbé sous le poids du gibier et des responsabilités. L'argent que je gagnais n'était jamais vraiment le mien. C'était une liasse de billets usés, comptés et recomptés à la lueur d'une lampe à pétrole. Une moitié pour les livres de Suzanne, pour qu'elle devienne quelqu'un, une institutrice respectée à Besançon. L'autre pour les médicaments d'Henriette, ma mère, pour que sa respiration sifflante ne s'arrête pas dans la nuit. Je n'étais qu'un passeur, un pont entre leurs besoins et la forêt qui pouvait y subvenir. Je ne me posais jamais la question de savoir ce qu'il restait pour moi. Il ne devait rien rester. Je me souviens du jour où Suzanne est partie pour l'école normale. Elle portait une petite valise en carton et une robe neuve, payée avec la peau d'un renard argenté. Sur le quai de la gare de Dole, elle ne m'a pas regardé dans les yeux. Elle regardait déjà son avenir. Elle m'a dit « Merci Jean-Baptiste, je ne te décevrai pas ». Sa promesse était un poids supplémentaire sur mes épaules, mais un poids que je portais avec une sorte de fierté sourde. Elle allait s'élever, échapper à notre vie de peu. Pendant qu'elle apprenait l'histoire et la grammaire, j'apprenais les habitudes des sangliers et le prix de la viande au marché. Nos deux mondes étaient devenus si différents, et je creusais chaque jour le fossé qui nous séparait, pour qu'elle puisse le traverser. C'était le pacte silencieux que nous avions. Elle devait réussir et je devais disparaître derrière son succès. C'était ma plus grande réussite. Les lettres de ma mère étaient rares. L'écriture lui coûtait. Chaque mot était tracé avec une application qui trahissait la fragilité de ses mains. Elle ne parlait jamais de sa maladie, seulement du temps qu'il faisait, des voisins, de petites choses sans importance. Mais entre les lignes, je pouvais entendre sa toux sèche, sentir l'odeur du cataplasme à la farine de lin qu'elle posait sur sa poitrine. Chaque fois que je lui rendais visite, sa maison sentait le renfermé et l'eucalyptus. Elle s'asseyait dans son fauteuil près de la fenêtre, un châle sur les épaules même en été, et me regardait avec une inquiétude qui ne la quittait jamais. « Ne te fatigue pas trop, mon fils », disait-elle. Mais nous savions tous les deux que ma fatigue était la seule chose qui la maintenait en vie. Mon sacrifice n'était pas un choix, c'était l'air qu'elle respirait. Si je m'arrêtais, elle s'étouffait. Mon père, Émile, ne m'a rien laissé d'autre que ce fusil et une leçon. Je devais avoir 10 ans. La première fois qu'il a mis le darne entre mes mains, son poids m'a presque fait tomber. C'était dans une clairière, juste après une averse.
L'odeur de la terre mouillée, de la poudre noire et du tabac froid de sa pipe sont gravés en moi. Ses grandes mains calleuses ont recouvert les miennes, guidant ma visée. Écoute bien, Jean-Baptiste. Sa voix était basse, sérieuse. Ceci n'est pas pour la guerre. Ce n'est pas pour la colère, c'est un outil. Il sert à mettre de la viande sur la table et à protéger ceux que tu aimes. Il faut le respecter comme tu respectes la forêt. Il faut connaître sa force, son souffle, son âme. C'est ton héritage. Ne l'oublie jamais. Quand le coup est parti, le recul m'a projeté en arrière. Je n'avais rien touché, mais j'avais tout compris. Le fusil n'était pas une arme, c'était le prolongement de son devoir. Et maintenant, du mien. Il m'a tout appris. Comment lire les traces sur la mousse. Comment reconnaître le cri d'un jet qui signale un danger. Comment rester immobile pendant des heures jusqu'à ce que le corps ne soit plus qu'une pierre, un arbre. Surtout, il m'a appris la patience. La forêt ne donne rien à celui qui est pressé, répétait-il. Elle se révèle à celui qui sait attendre. Nous passions des journées entières sans tirer un seul coup, juste à observer, à écouter. C'était une communion, une conversation sans mots. Il m'a appris que le plus grand prédateur n'est pas le plus fort, mais le plus discret, celui qui comprend sa proie mieux qu'elle ne se comprend elle-même. Ces leçons, je les ai appliquées chaque jour de ma vie. Pour nourrir ma famille, j'ai dû devenir une partie de la forêt, un fantôme parmi les arbres, une présence silencieuse et efficace, une force tranquille. Le silence des Vosges n'a rien à voir avec celui de mon Jura. Ici, le silence est une absence, un vide oppressant qui précède le fracas du métal. Le silence de ma forêt était plein. Il était tissé des battements d'ailes d'un oiseau, du bruissement d'une souris dans les feuilles mortes, du lointain écoulement d'un torrent. C'était un silence qui parlait, qui rassurait. Ici, le silence hurle la mort. Il pèse sur les épaules, tend les nerfs. Il est l'ennemi. Quand j'ai été mobilisé, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait une partie de mon âme. On m'a pris ma forêt, mon silence, mes repères. On m'a donné un uniforme trop grand, un matricule et des ordres criés. J'ai cessé d'être un chasseur pour devenir une cible. La transition a été brutale. Une amputation. Je me sens nu, exposé, loin de la seule protection que j'ai jamais connue, l'ombre de mes arbres. Parfois, la nuit, dans la caserne, les moqueries de Leblanc et des autres me ramenaient à une solitude plus profonde que celle de ma cabane. Là-bas, ma solitude était un choix, une nécessité de mon métier. Ici, c'était une exclusion. Ils riaient de mon accent, de mes mains abîmées, de mon silence. Surtout, ils riaient de mon fusil. Le pépé et son tromblon, disaient-ils. Pour eux, c'était une relique, un morceau de musée. Pour moi, c'était le cœur de ma vie, le lien avec mon père, l'outil qui avait payé les études de ma sœur et les remèdes de ma mère. Chaque sarcasme était une insulte à leur sacrifice, à ma vie entière. Je ne répondais jamais. À quoi bon? Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils voyaient un vieil objet en bois et en métal. Je sentais le poids de 4 générations d'hommes qui, avant moi, avaient y fait leur devoir avec ce même fusil. Leur mépris creusait un fossé entre nous, me rappelant que je n'appartenais pas à leur monde. Cette guerre n'était pas la mienne. Ma guerre, je la menais depuis la mort de mon père. C'était une guerre silencieuse contre la faim, la maladie, la pauvreté, une guerre menée à l'aube dans le froid et la boue, pour que 2 femmes puissent vivre dignement. J'avais gagné chaque bataille, jour après jour. En partant sur ce front, j'ai eu le sentiment d'abandonner mon poste, de trahir mon véritable engagement. Qui allait s'assurer que le bois de chauffage était rentré pour l'hiver? Qui allait réparer le toit de la maison de ma mère? Chaque grondement de canon me rappelait ma faillite. J'étais ici, à jouer aux soldats, pendant que mon vrai champ de bataille était laissé sans défense. La culpabilité était une braise constante dans ma poitrine. Mourir ici, tué par un ennemi que je ne connaissais pas, pour une cause qui me semblait lointaine, serait l'échec ultime. Ce ne serait pas une mort de soldat, mais la mort d'un fils et d'un frère qui avaient manqué à sa parole. Le regard apitoyé de Leblanc, juste avant que je n'épaule le Darn, a tout fait basculer. Dans ses yeux, je n'ai pas vu de la moquerie, mais la confirmation de mon inutilité. J'étais le paysan, l'anachronisme, la blague finale avant l'oubli. Et c'est là que toutes mes vies se sont heurtées, celle du fils, du frère, du chasseur. Les visages de Suzanne et de ma mère se sont superposés à la masse grise du Panzer.
La voix de mon père a résonné plus fort que le vacarme du moteur. C'est un outil. Il sert à protéger ceux que tu aimes. Mes camarades voyaient un char invincible. Moi, je voyais une bête sauvage qui menaçait ma meute. Une bête bruyante, arrogante, mais avec des yeux. Tout a des yeux. Et mon père m'a appris à viser les yeux. L'hésitation m'a quitté. La peur s'est dissoute. Il ne restait plus que le chasseur, son outil, et la certitude froide et absolue de ce qu'il devait faire. Le poids familier du fusil contre mon épaule est un ancrage. C'est le seul point fixe dans un monde qui s'effondre. Je ne pense plus à la mort, ni à la peur. Je pense à la distance, au vent, à la trajectoire. Les visages incrédules de mes camarades ne sont qu'un décor flou. Le monde s'est rétréci à la crosse en noyer, au guidon en laiton et à la fente de vision sombre du char. C'est une cible, pas plus grosse que l'œil d'un sanglier à 50 mètres. Un tir difficile, mais pas impossible. Pendant des années, j'ai chassé pour nourrir. Aujourd'hui, je vais chasser pour survivre, pour honorer la seule promesse qui compte, celle faite à mon père dans une clairière humide du Jura, celle de protéger les miens. Et en cet instant, ces hommes pétrifiés de terreur, ces moqueurs réduits au silence, sont devenus les miens. Mon devoir est ici, maintenant. Le chasseur ne fuit jamais. Il fait face. Le silence qui a suivi le fracas du métal contre le chêne était pire que le bruit lui-même. Un silence épais, cotonneux, où chaque respiration semblait un sacrilège. Les têtes ne se sont pas tournées vers moi cette fois. Elles sont restées fixes, braquées sur la carcasse fumante du Panzer. Mais je sentais leurs regards sur moi. Des regards obliques, furtifs. Ce n'était plus de la pitié, ni même de l'incrédulité. C'était autre chose. Une sorte de peur respectueuse, comme on en a pour un animal sauvage dont on ne comprend pas les réactions. Leurs yeux ne me voyaient plus. Moi, Jean-Baptiste Roussel, le paysan. Ils voyaient une anomalie, une force imprévisible qui venait de dérégler les lois de la guerre. J'étais devenu un étranger parmi eux, plus encore qu'auparavant. L'air entre nous avait changé de densité. Il était devenu lourd, électrique, plein de questions qu'aucun d'eux n'osait formuler à voix haute. L'arrivée des deux autres chars a déchiré ce silence suspendu. Le grondement familier a fait sursauter les hommes, les ramenant à la réalité brutale de notre situation. La panique menaçait de reprendre ses droits. Les corps se tassaient à nouveau derrière le muret. Mais cette fois, quelque chose a été différent. La voix de Leblanc a éclaté, non pas avec la gouaille marseillaise que je lui connaissais, mais avec une urgence rauque, dépouillée de toute ironie. « Roussel, à gauche, 200 mètres, derrière le bosquet. » Ce n'était pas un ordre. C'était un appel, un réflexe de survie. Il ne s'adressait pas à l'homme qui l'avait humilié, mais à l'outil qu'il venait de découvrir. Dans sa voix, j'ai entendu la fin de notre ancienne relation. La moquerie était morte, écrasée sous le poids de la nécessité. Il ne me demandait pas de l'aide. Il exigeait un miracle, un second. Et ce changement, cette dépendance soudaine, était plus inconfortable que son mépris. Je me suis déplacé sans un mot, rampant sur le sol gelé. Chaque mouvement que je faisais était désormais suivi par une dizaine de paires d'yeux. Le poids de leur attention était une charge physique, plus lourde que mon sac. Avant, mon silence et ma discrétion me rendaient invisible. C'était ma protection, ma force. Maintenant, j'étais au centre d'une scène de théâtre macabre, et chacun de mes gestes était scruté, interprété, attendu. Je n'étais plus un homme seul dans sa forêt. Je suis devenu le point de fuite de toute leur peur. Ils ne cherchaient plus à me comprendre. Ils voulaient simplement que je reproduise l'impossible. Le silence entre nous n'était plus celui de l'exclusion, mais celui de l'expectative. Un silence qui me pressait, qui me sommait d'agir, de redevenir cet instrument de mort improbable qui les avait sauvés une première fois. Cette nouvelle solitude était plus glaciale que l'ancienne. Un claquement sec a sifflé près de mon oreille. Un tireur d'élite. Mon corps s'est figé instinctivement. Le temps s'est suspendu. Avant même que j'aie pu localiser la menace, une rafale a éclaté à ma droite. C'était Dupont. Lui, le Parisien si fier de son équipement moderne, vidait son chargeur de MAS-36 dans la direction générale du tir ennemi. Ce n'était pas un tir précis, c'était un tir de suppression, une couverture, un geste purement fonctionnel, presque mécanique. Il ne m'a pas regardé.
Il a rechargé, le visage crispé, les yeux fixés sur la lisière de la forêt. L'ironie de la situation était amère. L'homme qui se moquait de mon antiquité utilisait maintenant son arme supérieure, non pas pour tuer l'ennemi, mais pour protéger celui qui maniait la relique. Il ne le faisait pas par amitié, ni par respect. Il le faisait parce que j'étais devenu, en l'espace de quelques minutes, leur meilleur atout. Une pièce maîtresse qu'il fallait préserver à tout prix. La voix du lieutenant Girard a mis fin à ce duel à distance. Ses ordres étaient clairs, tranchants, sans la moindre hésitation. Section. Feu de couverture sur la lisière S. Roussel. Avec moi. Les autres, vous protégez le chasseur. Le mot est tombé comme une pierre. Le chasseur, ce n'était plus mon nom. Ce n'était même plus un surnom. C'était une fonction, un titre tactique. En une après-midi, j'étais passé de Pépé à le chasseur. On m'avait dépossédé de mon identité pour me donner un rôle. J'étais devenu une stratégie vivante. En suivant le lieutenant, accroupi, je sentais le poids de ce nouveau nom. Il me séparait encore plus des autres. Il créait une distance infranchissable. Ce n'était pas une promotion, c'était une nouvelle forme d'isolement. Je n'étais plus leur égal dans le malheur. J'étais leur outil spécialisé, leur arme secrète. Et on ne parle pas à une arme, on l'utilise. Plus tard, lors d'une accalmie, le blanc s'est approché de moi. Il ne m'a pas regardé dans les yeux. Il a fixé un poing au-dessus de mon épaule, vers les arbres décharnés. Il m'a tendu une cartouche de Brennecke qu'il avait dû récupérer sur un des morts. Sa main était stable, mais son geste était maladroit. « Tiens », a-t-il dit, la voix basse, « au cas où ». Je l'ai prise sans un mot. Le contact de nos doigts a duré une fraction de seconde, mais il était chargé d'une gêne palpable. L'ancienne familiarité, même celle des moqueries, avait disparu. Il ne restait qu'une relation de nécessité. Il ne me voyait plus comme un homme, mais comme le prolongement de mon fusil. Il ne me donnait pas une munition, il approvisionnait une pièce d'artillerie. J'ai glissé la cartouche dans ma poche. Le silence qui s'est installé entre nous était plus profond que tous les sarcasmes qu'il m'avait jamais jetés. Il s'est éloigné sans ajouter un mot. Cette nouvelle dynamique était épuisante. Je n'étais plus simplement un soldat craignant pour sa vie. J'étais devenu le dépositaire de l'espoir de toute une section. Leur survie semblait désormais dépendre de ma capacité à viser juste. Ce n'était pas du respect qu'ils me témoignaient, c'était une forme de superstition. Ils me regardaient comme les anciens devaient regarder le chaman avant une chasse difficile. Avec un mélange de crainte et d'attente, ils évitaient de me parler de choses personnelles, plus de blagues sur Marseille ou Paris, plus de discussions sur les femmes ou la nourriture. La conversation, quand il y en avait une, était strictement technique. Tu penses pouvoir l'avoir de là? Combien de cartouches il te reste? J'étais devenu un spécialiste, et ma solitude était désormais celle de l'expert que l'on consulte, mais avec qui l'on ne fraternise pas. C'était une solitude froide, fonctionnelle. Au crépuscule, Dupont s'est assis non loin de moi. Il a sorti un morceau de pain de sa musette, l'a coupé en deux avec son couteau et m'a tendu une moitié. J'ai hésité. Son geste était simple, mais il semblait lui coûter un effort immense. Il a posé le pain sur une pierre entre nous, comme une offrande. « Faut manger », a-t-il marmonné sans me regarder. J'ai pris le pain. Il était rassis et dur. Nous avons mangé en silence, le bruit de nos mâchoires résonnant dans le froid. Chaque bouchée était difficile à avaler. Ce n'était pas un partage, c'était une transaction. Il nourrissait l'instrument qui le maintenait en vie. La camaraderie simple du front, celle qui naît du partage des misères, nous était désormais interdite. Un mur invisible s'était dressé entre nous, bâti avec les briques de leur peur et de mon étrange succès. Une fois le pain fini, il s'est levé et est reparti sans un mot, me laissant seul avec le goût de la cendre. Avant l'attaque suivante, juste avant l'aube, je les ai sentis. Je ne les voyais pas dans la pénombre, mais je sentais leurs regards convergents vers ma silhouette. C'était une pression constante, une attente muette qui pesait sur mes épaules. Ce n'était plus la peur de mourir qui m'habitait, mais la peur de faillir, la peur de ne pas être à la hauteur de la légende qu'ils avaient construite autour de moi en quelques heures. Leur confiance n'était pas un réconfort, c'était un fardeau. Ils m'avaient confié leur vie sans me le demander, et ce transfert de responsabilité était écrasant. Je n'avais jamais cherché à être un héros. Je voulais juste survivre pour retourner dans ma forêt, pour m'occuper des miens. Mais j'étais pris au piège de leur espoir désespéré. Leur silence n'était plus de l'indifférence, c'était une prière.
une prière adressée à un Dieu qu'il venait d'inventer, et ce Dieu, c'était moi. Le clic métallique d'une culasse que l'on referme a fait surgir une image en moi. Mon père, dans la brume matinale du Jura, l'odeur de la terre humide, le silence religieux de la forêt qui s'éveille. Il me montrait comment approcher un sanglier, comment ne faire qu'un avec l'environnement. Le bon chasseur ne force jamais, disait sa voix grave dans ma mémoire. Il utilise ce que la nature lui donne. La patience est sa meilleure arme. Je regardais les hommes autour de moi, leurs visages tendus, leur impatience fébrile. Ils voulaient forcer le destin. Ils voulaient que je sois la foudre. Mon père m'avait appris l'économie du geste, la puissance du silence, la sagesse de l'attente. Ici, on me demandait le contraire. L'exploit, le bruit, l'immédiateté. Le contraste était douloureux. Je n'étais pas en train de chasser. J'étais devenu la bête curieuse d'un cirque sanglant, poussé dans l'arène pour accomplir mon tour. C'est là, dans le froid mordant de l'aube, que j'ai commencé à comprendre. Le changement de mes camarades n'était pas une rédemption. Ce n'était pas une prise de conscience de leur erreur, ou une reconnaissance de ma valeur en tant qu'homme. C'était une simple adaptation. Ils avaient changé leur comportement parce que les circonstances l'exigeaient. J'étais passé du statut d'inutile à celui d'indispensable. Leur respect était purement utilitaire, aussi froid et impersonnel que le métal de leurs fusils. Ils ne me respectaient pas, moi, Jean-Baptiste. Ils respectaient la fonction que j'accomplissais. Si demain mon fusil s'enrayait, ou que ma main se mettait à trembler, je redeviendrais instantanément le paysan, la relique. Cette lucidité était tranchante, mais étrangement apaisante. Elle me libérait du poids de leur attente. Je n'avais rien à leur prouver. Je n'avais pas à être leur héros. Je n'éprouvais ni colère ni ressentiment, juste une immense et profonde lassitude. J'ai regardé mon vieux Darn posé à côté de moi. Mon père avait raison. C'était un outil. Et c'est ce que j'étais devenu pour ces hommes. Un outil. Un outil efficace, certes, mais un outil quand même. Et un bon outil ne se pose pas de questions. Il fait son travail. Silencieusement. Efficacement. Je sentais le froid s'infiltrer dans mes os, mais à l'intérieur, une nouvelle certitude s'était installée, calme et solide. Je n'allais pas me battre pour eux, ni pour la France, ni pour la gloire. J'allais faire ce que je savais faire, ce que mon père m'avait appris. J'allais chasser, non plus pour nourrir les miens, mais pour survivre. Et pour cela, je devais redevenir ce que j'avais toujours été, seul. Le chasseur est toujours seul face à sa proie. Tout le reste n'est que du bruit. La nuit est tombée sur la forêt des Vosges, une obscurité épaisse et glaciale que même la lune n'ose pas percer. Je suis assis le dos contre un sapin, le Darn posé sur mes genoux. Le froid n'est plus une agression, c'est une présence constante, un compagnon silencieux. Autour de moi, les ombres de mes camarades sont recroquevillées dans leurs couvertures. Ils ne parlent pas. Ils jettent parfois un regard dans ma direction, un regard rapide, presque craintif, avant de se replonger dans leur attente. Le nom qu'ils m'ont donné, le chasseur, flotte entre nous. Ce n'est pas un honneur, c'est une cage. Il a effacé Jean-Baptiste, le fils d'Henriette, le frère de Suzanne. Il m'a transformé en une fonction, une icône étrange et solitaire qu'ils maintiennent à distance. Je ne partage plus leur peur. Je suis devenu l'objet qui est censé la conjurer, et cette solitude est la plus profonde que j'ai jamais connue. Plus vide que n'importe quelle clairière de mon Jura natal. Leurs gestes sont devenus des rituels maladroits. Plutôt Dupont a partagé son pain sans un mot, le posant sur une pierre comme une offrande à une idole de bois. Le blanc, lui, a nettoyé la culasse de mon fusil avec un chiffon huilé, un geste d'une intimité déplacée, comme s'il prenait soin d'un mécanisme précieux et non d'une partie de moi-même. Il ne me demande plus d'où je viens, ne parle plus de l'après. Leur conversation s'arrête net quand j'approche. Ils me nourrissent, ils protègent mon sommeil, ils veillent sur mon arme, ils entretiennent leur outil. Je comprends maintenant la nature de leur changement. Ce n'est pas du respect qu'ils ont pour moi, mais de la superstition. Je suis leur porte-bonheur, leur fétiche. Tant que je suis efficace, ils me vénéreront. Mais si je faillis, l'idole sera brisée, et il ne restera plus que le paysan inutile qu'ils ont toujours vu. Cette prise de conscience ne me rend pas amer. Elle m'apporte une clarté terrible, aussi tranchante que le vent de novembre. J'ai passé ma vie à attendre une forme de reconnaissance silencieuse.
de ma mère pour les remèdes qui la maintenaient en vie, de ma sœur pour les études qui lui offraient un avenir. Je croyais que le sacrifice était une forme de langage, que mes actes parlaient pour moi. J'attendais qu'elle comprenne, qu'elle voie l'homme derrière le pourvoyeur. Mais ici, face à ces soldats qui ne voient que l'arme, je comprends mon erreur. On ne voit jamais l'homme. On ne voit que la fonction qu'il remplit, le fils qui rassure, le frère qui paie, le chasseur qui tue. Personne ne viendra jamais me chercher derrière le rôle que je joue. Personne ne viendra me sauver de moi-même. Continuer d'attendre un amour, une compréhension qui ne viendra pas, c'est une façon lente de mourir. Une image brûle derrière mes paupières. Mon père immobile pendant des heures, guettant le passage d'un cerf. Je suis à côté de lui, tout jeune, grelottant de froid et d'impatience. Je lui demande pourquoi il ne tire pas, pourquoi il attend si longtemps. Il tourne la tête vers moi, son regard calme et profond. La forêt ne te donne rien si tu la brusques, Jean-Baptiste. Sa voix est à peine un murmure. Elle t'offre une chance, une seule. Le reste, c'est ton calme, ta patience. Si tu es agité, si tu veux forcer les choses, la proie le sent. Elle disparaît. Tu dois devenir aussi silencieux et patient que la pierre. Ici, mes camarades sont agités. Leur espoir est une fièvre, une prière bruyante. Ils veulent que je force le destin. Ils ne comprennent pas que la véritable force ne réside pas dans le coup de feu, mais dans l'attente qui le précède. Le conflit n'est plus à l'extérieur. Il n'est plus dans le canon du prochain Panzer, ni dans le regard de mes camarades. Il est en moi. Il est dans la lutte entre le Jean-Baptiste qui a toujours espéré être vu, et le chasseur qui sait qu'il doit rester invisible pour survivre. Continuer à espérer leur reconnaissance, c'est me rendre vulnérable à leur déception. C'est lier mon destin à leur jugement. C'est rester le paysan qui attend la permission du maître. Mon père ne demandait la permission à personne. Il ne devait de compte qu'à la forêt et à sa propre conscience. La survie, m'a-t-il appris, est une affaire solitaire. Le moment où l'on compte sur les autres pour valider sa propre existence est le moment où l'on devient une proie. Et j'ai été une proie toute ma vie. Proie de mes responsabilités, de ma culpabilité, de mon besoin d'être indispensable. Mon silence change de nature. Ce n'est plus la soumission du paysan timide, ni la réserve de l'homme introverti. Ce n'est plus un bouclier contre les moqueries. Il devient une arme. Il devient la préparation. Le calme avant le tir. Je sens mes muscles se détendre, ma respiration s'approfondir. Le poids de leur attente glisse de mes épaules. Je ne leur dois rien. Je ne me bats plus pour leur approbation, ni même pour leur survie. Je ne me bats plus pour retourner auprès de ma mère ou de ma sœur, car ce serait encore me définir par rapport à eux. Je me bats pour honorer la seule personne dont l'héritage compte vraiment, mon père. Je me bats pour la pureté de son enseignement. Je vais agir non pas comme ils le veulent, mais comme il me l'a appris, avec patience, avec ruse, et dans la plus complète solitude. Je serre la crosse de mon darne. Le bois est lisse, presque chaud malgré le gel. Il est le seul témoin silencieux de ma vie entière, de mes peurs d'enfant à ma solitude d'homme. Il n'a jamais jugé. Il a simplement fonctionné. Un outil, c'est ce que je dois devenir. Un outil parfait, au service non pas d'une cause ou d'autres hommes, mais d'un savoir-faire. Je ne suis plus un soldat de la France. Je ne suis plus le pilier d'une famille. Je suis un chasseur dans une forêt étrangère. Ma meute a été décimée il y a longtemps, avec la mort de mon père. Depuis, je chasse seul. La guerre n'est qu'un autre terrain de chasse, avec un gibier plus dangereux. Les règles, cependant, restent les mêmes. Ne jamais se laisser voir. Ne jamais se laisser deviner. Frapper là où personne ne s'y attend. La décision est prise. Elle ne fait aucun bruit. C'est un simple basculement intérieur. Le déclic d'une pièce qui trouve enfin sa place. Je ne fuirai pas. Je n'attaquerai pas par colère ou par désespoir. J'attendrai. Je vais les laisser me croire leur sauveur, leur talisman. Je vais utiliser leur croyance comme un camouflage. Pendant qu'ils regarderont le chasseur, ils ne verront pas l'homme. Et c'est l'homme, Jean-Baptiste Roussel, qui les tuera tous. Pas les soldats, pas mes camarades. Les bêtes d'acier. Je le ferai froidement, méthodiquement, comme on abat un animal malade pour protéger le reste de la forêt. Mon devoir n'est plus envers ma famille, ni envers cette escouade. Mon seul et unique devoir, désormais, est envers la chasse elle-même. Et cette certitude est la seule paix que j'ai trouvée depuis que j'ai quitté mon foyer.
Le froid du métal de la bascule est une certitude contre ma paume. Je ne sens plus la boue gelée sous mes genoux, ni le vent qui me mord le visage. Tout a disparu, sauf ce couloir invisible qui me relie à la machine. Le vacarme de son moteur est devenu un bruit de fond, le battement de cœur d'une bête immense dont je connais désormais le point faible. La peur n'est plus là, la culpabilité non plus. Il ne reste que la clarté absolue d'un geste à accomplir, un geste appris il y a 20 ans dans une autre forêt, pour une autre proie. Mes camarades attendent un miracle ou une mort rapide. Je ne leur offrirai ni l'un ni l'autre. Je vais simplement faire mon travail, le travail d'un chasseur. Le monde se tait, ma respiration est la seule chose qui existe, lente, profonde, régulière. C'est le souffle qui précède le tir, le souffle qui précède le silence. Mon mouvement est d'une lenteur calculée. Je ne me lève pas d'un bond. Je pivote sur mes appuis, un mouvement fluide que mon corps connaît par cœur, conçu pour ne pas faire craquer une seule branche morte. Je quitte la protection dérisoire du muret, non pas comme un soldat qui charge, mais comme un prédateur qui se déplace à découvert parce qu'il sait que sa proie ne le voit pas. Chaque centimètre est un risque, mais un risque accepté, mesuré. Le sol est meuble, il absorbe le son de mes pas. Je ne regarde plus les hommes à côté de moi. Ils n'existent plus. Ils sont le décor, les arbres silencieux qui assistent à la scène. Mon corps est tendu, non par la peur, mais par la concentration. C'est une danse silencieuse avec la mort, et je mène la mesure. Je m'arrête à 10 mètres du muret, dans une petite dépression de terrain qui m'offre à peine plus de protection, mais un angle parfait. Le silence de mes camarades est plus assourdissant que le bruit du char. C'est un silence de stupeur, une incrédulité si totale qu'elle en est palpable. Dans ma vision périphérique, je devine les yeux écarquillés de Leblanc, sa bouche entr'ouverte dans un cri muet. Je sens le souffle coupé de Dupont, qui a dû cesser de trembler pour se figer dans une statue d'incompréhension. Pour eux, je ne suis pas en train de chasser. Je suis en train de commettre un suicide absurde, pathétique, avec une arme de paysan. Leur pitié d'il y a quelques minutes s'est transformée en une horreur fascinée. Ils regardent un homme marcher calmement vers sa propre pulvérisation. Leur jugement, leur mépris, leur espoir soudain, tout cela est balayé par la simple folie de mon geste. Je suis redevenu pour eux une anomalie, un mystère qu'ils n'auront pas le temps de résoudre. Me voici à découvert. 3 secondes. C'est une éternité. Le Panzer est une montagne de fer et de fureur à moins de 100 mètres. Je peux voir les traces de boue sur ses plaques de blindage, sentir la vibration du sol qu'il déplace. Sa mitrailleuse de caisse pourrait me faucher d'une seule rafale. Le monde entier se contracte en cet instant. Il n'y a plus la guerre, plus la France, plus les Vosges. Il n'y a que l'œil de la bête, cette petite fente de verre blindé, et moi. Le temps s'étire, se déforme. Chaque seconde est une vie entière. Je sens le vent glacial sur mes joues, le poids du fusil dans mes mains, la pulsation de mon sang dans mes tempes. C'est le moment de vérité, le moment où des années de patience, d'observation et de silence doivent payer. La forêt m'a tout appris, surtout à ne pas cligner des yeux face au danger. J'épaule le Darn. Le mouvement est un réflexe, une seconde nature. La crosse en noyer se niche contre mon épaule, comme si elle en faisait partie. Mon œil gauche se ferme. Mon œil droit s'aligne avec la bande de visée et le guidon en laiton. La fente de vision du pilote est une petite tache sombre et rectangulaire dans mon champ de vision. C'est une cible difficile, presque arrogante dans sa petitesse. Mais mon père m'a appris à ne pas viser la masse. Il m'a appris à viser le point vital. Les yeux, Jean-Baptiste, toujours les yeux. Une bête aveugle n'est plus une menace, c'est une victime. Sa voix résonne en moi, non comme un souvenir, mais comme une instruction. Je retiens ma respiration. Mon doigt se pose sur la première détente. Il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a que le calme absolu de la certitude. Le chasseur et sa proie ne font plus qu'un. Le coup de feu déchire l'air. C'est un son sec, presque modeste comparé au vacarme du char. La détonation est familière. Le recul est une vieille connaissance qui me frappe l'épaule. La balle Brennecke, lourde et lente, file vers sa cible. Je ne la suis pas des yeux. Je sais où elle va. L'impact n'est pas un ping métallique comme celui des balles de fusil. C'est un bruit sourd. Un craquement brutal, comme si on frappait une plaque de glace d'un coup de marteau. Un son mat, écœurant. La fente de vision du Panzer ne se brise pas en 1000 morceaux. Elle devient opaque.
une étoile blanche de fracture qui s'étend sur toute sa surface. C'est une cataracte instantanée sur l'œil de la bête. Un voile de verre brisé entre le pilote et son monde. J'ai tenu ma promesse. J'ai crevé l'œil du monstre. La réaction de la machine est immédiate et chaotique. Le Panzer, qui avançait en ligne droite avec une assurance mécanique, semble soudain pris d'une convulsion. Il dévie brutalement sur sa gauche, ses chenilles labourant la terre dans une embardée violente. Un grincement de métal torturé s'élève. Le pilote, aveuglé et sans doute blessé par les éclats de verre à l'intérieur de son habitacle, a perdu tout contrôle. Il n'est plus un soldat. C'est un homme piégé dans une boîte de métal qui ne lui obéit plus. La machine de guerre, si terrifiante il y a un instant, est devenue une carcasse erratique et paniquée. Elle n'est plus une arme, elle est un danger pour elle-même. La bête, privée de sa vue, se débat dans les ténèbres, semant la confusion dans ses propres rangs. La certitude a changé de camp. L'embardée se termine dans un fracas apocalyptique. Le flanc du char percute un chêne centenaire avec la force d'un bélier. Le bruit est celui d'une forêt qui se déchire, un mélange de craquements de bois et de tôle froissée. L'arbre immense tremble sur ses racines mais ne cède pas. Le choc est si violent que le moteur du Panzer cale dans un dernier hoquet rauque. Et puis, le silence. Un silence total, irréel. Seule une fine colonne de vapeur s'échappe du compartiment moteur. La bête est morte, ou du moins immobilisée, son front d'acier encastré dans le bois ancestral. Elle est devenue une sculpture grotesque de fer et de sève, un monument absurde à la rencontre de deux mondes. La forteresse invincible est maintenant un cercueil de métal, silencieux et impuissant. Je ne reste pas pour admirer mon œuvre. Avant même que le silence ne soit complet, je suis déjà en train de me replier vers le muret. Le mouvement est aussi fluide et discret que celui de l'allée. Je me glisse derrière les pierres, je casse le fusil, l'étui en laiton fumant est éjecté dans un petit bruit sec. Je glisse une nouvelle cartouche, la Brennecke que le blanc m'a donnée. Le geste est mécanique, sans émotion. Je ne ressens ni triomphe ni soulagement. Je ressens seulement le calme froid du devoir accompli. Le chasseur ne célèbre pas sa prise. Il se prépare pour la suivante. Mes yeux scrutent déjà la lisière de la forêt, à la recherche d'une autre menace, d'un autre mouvement. La bataille n'est pas terminée. Ce n'était qu'un seul tir. Le silence qui s'est abattu sur notre position n'est plus le même. Ce n'est plus le silence lourd de la peur, ni celui, stupéfait, de mon départ. C'est un silence différent, presque sacré. Un silence de respect et d'incompréhension totale. Quand je jette un regard vers mes camarades, leurs visages ont changé. La peur a disparu, remplacée par une expression d'ahurissement absolu, comme s'ils venaient d'assister à un acte de sorcellerie. Le blanc me fixe, la mâchoire pendante, ses yeux ne contenant plus aucune ironie, seulement de l'admiration brute. Dupont tient son fusil, mais il ne regarde plus l'ennemi. Il me regarde, moi. Dans leurs yeux, je ne suis plus le paysan, le pépé. Je suis devenu autre chose, quelque chose qu'ils ne comprennent pas, et dont ils commencent peut-être à avoir peur. L'équilibre du monde venait de basculer, en un seul coup de feu. Dans les 6 jours qui ont suivi, la forêt des Vosges est devenue mon terrain de chasse. La routine était immuable, brutale. À l'aube, le lieutenant Girard me montrait une carte pointant du doigt les zones où les blindés étaient signalés. Le reste de la section n'était plus une escouade de combat, mais une meute de rabatteurs. Leur unique mission était de faire du bruit, de créer des diversions, d'attirer l'attention de la bête pendant que je me glissais sur ses flancs. Leblanc et Dupont, autrefois les plus prompts à se moquer, étaient devenus mes ombres. Ils portaient mes rations, des cartouches Brennecke supplémentaires trouvées sur les morts, et me protégeaient des tireurs d'élite. Je ne leur demandais rien. Ils agissaient avec un automatisme silencieux, une efficacité née de la peur et d'un respect nouveau, presque religieux. Je n'étais plus Jean-Baptiste. J'étais devenu le centre de leur univers, une fonction vitale autour de laquelle leur survie s'organisait. Mon silence était leur stratégie, ma visée était leur espoir. La nouvelle de nos succès improbables a commencé à remonter la chaîne de commandement, mais elle a été accueillie avec une incrédulité totale. Je l'ai compris un soir, en voyant le lieutenant Girard revenir du poste radio, le visage fermé. Il a parlé à son sergent, pensant que j'étais trop loin pour entendre. Ils pensent que j'exagère,
a-t-il murmuré, sa voix chargée de frustration. Un fusil de chasse contre des Panzers. Le colonel veut des preuves, des photos. Il parle de rapports fantaisistes. Cette résistance du haut commandement était une validation étrange. Ce que nous faisions ici, dans la boue et le froid, était si loin de la logique de la guerre moderne que cela en devenait impensable, même pour ceux qui la dirigeaient. Notre réalité dépassait leur imagination. Pendant un temps, nous étions seuls, notre survie ne dépendant que de cette alliance fragile entre la sagesse ancienne de Mondarne et le désespoir de mes camarades. Il n'y avait pas de renfort à attendre. Personne ne croyait au miracle. La validation la plus tangible est venue de l'ennemi lui-même. Nous avions capturé un officier tankiste allemand, un homme jeune au visage arrogant, même dans la défaite. Pendant son interrogatoire par Girard, il a demandé avec un mélange de colère et de curiosité professionnelle quelle unité anti-char d'élite leur avait tendu cette embuscade. Il parlait de tirs d'une précision diabolique, visant systématiquement les optiques de ces chars, semant la panique et le chaos. Le lieutenant Girard n'a pas répondu. Il s'est simplement tourné vers moi, qui étais assis à l'écart, en train de nettoyer mon fusil. Il m'a désigné d'un simple mouvement de tête. Le regard de l'officier allemand a suivi le sien. J'ai vu l'incrédulité sur son visage se transformer en un abasourdissement total, puis en une forme de respect glacial, purement technique. Il ne voyait pas un paysan, mais un prédateur dont il ne comprenait pas les méthodes. Ce silence, ce regard de l'homme que j'avais chassé, a eu plus de poids que n'importe quelle médaille. Le blanc a tenté de me parler une seule fois. C'était une nuit sans lune. Le froid était si intense qu'il semblait fendre les arbres. Il s'est approché de mon poste de garde, ses pas hésitants dans la neige. Il est resté debout à côté de moi pendant une longue minute, regardant le vide. Finalement, il a pris une profonde inspiration. « Écoute, Roussel, ce que j'ai dit, avant, sur ton fusil. » Sa voix était rauque, étranglée. Il n'a pas pu finir sa phrase. Les mots se sont coincés dans sa gorge. Il a secoué la tête, comme pour chasser une mauvaise pensée, et a fait demi-tour sans un autre mot. Son incapacité à formuler des excuses était l'aveu le plus sincère que j'ai jamais reçu. Les mots auraient été faciles, presque insultants. Ce silence, cette honte palpable, cette phrase inachevée suspendue dans l'air glacial, tout cela disait la vérité. Le mur entre nous ne tomberait jamais. Mais il reconnaissait enfin qu'il existait. C'était suffisant. La rumeur a fini par enfler, dépassant le scepticisme des états-majors. Elle s'est répandue de tranchée en tranchée, portée par les estafettes et les blessés évacués. On m'a donné un nom, le chasseur des Vosges. Je l'ai entendu pour la première fois de la bouche d'un soldat d'une autre compagnie. Un jeune qui m'a dévisagé avec des yeux ronds, comme s'il voyait une apparition. Ce nom ne m'appartenait pas. Il décrivait une créature mythique, un fantôme armé d'un fusil magique qui rendait les chars aveugles. C'était une histoire pour se donner du courage la nuit, une légende pour donner un sens à l'absurdité de notre survie. Mais cette légende creusait encore plus le fossé entre moi et les autres. Il ne me parlait plus. Il chuchotait en me regardant passer. J'étais devenu un objet de curiosité, une relique vivante. La validation sociale m'a privé de la dernière chose qui me restait. L'anonymat, le droit d'être simplement un homme parmi les autres. Dupont a changé lui aussi, mais différemment de Leblanc. Sa modernité parisienne, sa confiance en la technique, tout cela s'était effondré. Il me regardait travailler sur mon fusil avec une fascination presque enfantine. Il ne se moquait plus, il observait, essayant de comprendre une mécanique qui lui semblait désormais plus complexe que celle de son Maes 36. Un soir, il s'est assis près de moi et m'a tendu un petit carnet et un crayon. « Montre-moi », a-t-il dit doucement, « la trajectoire de la balle. Comment tu compenses le vent? Je veux comprendre. » Ce n'était pas une demande de soldat. C'était la requête humble d'un apprenti. J'ai dessiné pour lui les faibles trajectoires, les points de visée sur un panzer en mouvement. Il ne s'agissait plus de protéger un atout. Il s'agissait de préserver un savoir qui, la veille encore, lui semblait bon pour le musée. Son orgueil était mort dans la forêt, et à sa place était née une forme de respect pour ce qu'il ne pouvait pas expliquer. La reconnaissance officielle est arrivée une semaine plus tard. Un général est venu en jeep sur notre position. L'offensive allemande dans le secteur était brisée. 19 blindés, neutralisés ou détruits.
On a fait un cercle dans une clairière boueuse. Le général a lu un texte d'une voix forte, parlant de bravoure, de l'ingéniosité française, du courage face à l'acier ennemi. Puis il a épinglé la croix de guerre avec palme sur ma capote usée. Le métal était froid contre ma poitrine. Les hommes de la section ont applaudi, mais leurs applaudissements sonnaient étrangement, comme dans une église. Je n'ai ressenti aucune fierté. Cette médaille, ces mots, tout cela appartenait à la légende du chasseur des Vosges. Moi, Jean-Baptiste, je pensais simplement au poids du fusil de mon père et au silence de la forêt du Jura. La validation du monde était un bruit lointain qui ne parvenait pas à couvrir le son de mes propres pensées. Après la cérémonie, rien n'a vraiment changé. Au contraire, la médaille a officialisé ma solitude. J'étais devenu intouchable. Les hommes partageaient leur pain, leur vin, leurs lettres de la maison, mais ils ne m'offraient plus rien de tout cela. Ils m'offraient leur silence respectueux, ce qui est la forme la plus polie de l'exclusion. J'étais leur héros, et un héros ne partage pas les misères des simples mortels. Il est seul sur son piédestal. J'ai compris que ce que j'avais gagné sur le champ de bataille, je l'avais perdu sur le plan humain. J'avais échangé leur mépris contre leur vénération, mais les deux me tenaient à la même distance. Je n'avais jamais été l'un des leurs, et je ne le serai jamais. J'étais un outil qu'ils avaient utilisé, un outil qu'ils admiraient maintenant, mais un outil qu'on range soigneusement après usage, à l'écart du reste. Les jours suivants, le front s'est déplacé. La guerre a continué son chemin, nous emportant avec elle. Mais quelque chose en moi était apaisé. Je ne cherchais plus rien dans le regard des autres, ni l'approbation, ni la camaraderie, ni même la compréhension. Mon action dans cette forêt m'avait libéré d'un poids que je portais depuis l'enfance, le besoin d'être indispensable pour être aimé. Ma mère et ma sœur dépendèrent de moi, et je croyais que c'était là ma seule valeur. Ces hommes, ici, dépendèrent de moi pour leur survie, et cela m'avait rendu plus seul que jamais. J'ai compris que le devoir ne doit pas être une monnaie d'échange contre de l'affection. C'est une chose silencieuse que l'on accomplit pour soi-même, pour rester fidèle à ce que l'on est. Ma fidélité n'était pas envers eux, mais envers l'enseignement de mon père. La validation la plus importante n'est jamais venue. Elle n'était ni dans le regard de l'officier allemand, ni dans la médaille du général, ni dans le silence de Leblanc. Elle était en moi. C'était la certitude tranquille que, face à l'anéantissement, j'avais fait ce que je devais faire, de la seule manière que je connaissais. Je n'avais pas agi en soldat, mais en chasseur. Je n'avais pas utilisé la colère, mais la patience. J'avais honoré l'héritage de mon père, non pas en tuant, mais en protégeant, même si c'était en ôtant la vie. Ce paradoxe était au cœur de ma nouvelle paix intérieure. Je n'avais pas besoin que le monde reconnaisse la valeur de mon savoir-faire. Il me suffisait de savoir, moi, qu'il n'était pas obsolète. Il était simplement silencieux, et le monde moderne a beaucoup de mal à entendre le silence. Parfois, la nuit, je regarde vers l'est. Je ne peux pas voir mes montagnes, mais je sais qu'elles sont là. Je pense à Suzanne, qui apprend à des enfants à lire et à écrire, loin du bruit des canons. Je pense à ma mère qui respire peut-être un peu mieux ce soir. Mon combat ici n'a qu'un seul but, survivre pour les retrouver, pour reprendre ma place de gardien silencieux. La guerre finira. La légende du chasseur des Vosges s'éteindra et sera oubliée. Les médailles rouilleront dans une boîte. Mais le devoir d'un fils et d'un frère, lui, ne prend jamais fin. C'est la seule chose qui soit réelle. Le reste, la gloire comme la honte, n'est que de la fumée qui se dissipe dans le vent d'hiver. Je sais maintenant que ma vraie place n'a jamais été parmi ces hommes, ni sur aucun champ de bataille. Ma place est là où le silence a un sens, où chaque trace dans la neige raconte une histoire. La guerre m'a tout pris, mais elle m'a offert une chose inattendue, la certitude de qui je suis. Je ne suis pas un héros, ni un soldat. Je suis le fils d'Émile Roussel. Et mon fusil n'est pas une arme de guerre, c'est l'outil qui me permettra, si Dieu le veut, de retourner à la maison. Cette conviction est la seule validation qui compte, la seule qui me garde debout quand tout le reste menace de s'effondrer. Elle est la dernière cartouche que je garde précieusement, non pas pour l'ennemi, mais pour moi. La guerre est finie depuis 4 ans. Je suis rentré. Le mot est simple, mais il a mis des mois à prendre racine en moi, à devenir une vérité. Le silence est revenu, mais ce n'est plus le même. Le silence des Vosges était une absence, un vide qui aspirait la vie.
Celui de mon Jura est une présence. Il est fait du craquement d'une branche sous le sabot d'un chevreuil, du murmure du vent dans les aiguilles des sapins, du battement lointain du cœur de la forêt. J'ai repris mes rondes, mes affûts. Le darne est de nouveau sur mon épaule. Son poids est le même, mais il est plus léger. Il ne porte plus l'espoir de survie d'une section entière, seulement la promesse d'un repas sur la table. Chaque matin, en sentant l'odeur de la terre humide et des feuilles mortes, je me lave un peu plus de celle de la poudre et de la peur. Je suis redevenu un homme qui écoute le monde, et non plus un qui attend qu'il explose. Suzanne est devenue une femme. Je la vois peu, mais chaque fois, c'est un choc silencieux. Elle est institutrice à Lons-le-Saunier. Ses mains, si différentes des miennes, ne sont pas calleuses à force de tenir une crosse de fusil, mais blanches de la craie avec laquelle elle dessine l'avenir de ses élèves. Sur le quai de la gare, quand elle est partie, je n'attendais qu'une chose, qu'elle réussisse pour justifier mes sacrifices. Aujourd'hui, je la regarde et je comprends que ce n'était pas un marché. Mon devoir n'était pas une dette qu'elle devait me rembourser. C'était simplement mon devoir. La voir lire une lettre à notre mère, sa voix claire et posée, est une récompense plus grande que toutes les médailles. Le fossé que j'ai creusé pour qu'elle le traverse est devenu un paysage que j'admire de loin, avec une paix que je n'aurais jamais cru possible. Mon rôle de protecteur s'est accompli. Il s'est effacé dans sa réussite. Ma mère, Henriette, est toujours assise dans son fauteuil près de la fenêtre, mais son châle est moins épais, et sa respiration n'est plus un sifflement qui déchire la nuit. Sa maladie pulmonaire s'est stabilisée, comme si ma présence seule suffisait à apaiser ses poumons fatigués. Nous ne parlons pas beaucoup. Les mots ont toujours été une denrée rare entre nous, mais son silence a changé. Avant, il était lourd d'inquiétude pour moi, pour mon avenir. Aujourd'hui, il est serein. Elle me regarde nettoyer le fusil, et son regard n'est plus celui d'une mère qui craint pour son fils parti à la guerre, mais celui d'une femme qui observe le retour à un ordre ancien et rassurant. Je suis redevenu le pilier, mais un pilier qui n'a plus à supporter le poids du monde. Je suis simplement un fils qui rentre le bois pour l'hiver, et dans ce geste simple, il y a plus de vérité que dans tous les faits d'armes. Le fusil est posé contre le mur de la cheminée. Il a retrouvé sa place. Il n'est plus une relique, ni une arme de légende. Il est redevenu ce qu'il a toujours été, un outil, un prolongement de la main de mon père, et maintenant de la mienne. Parfois, en le huilant, l'image d'un panzer aveuglé par mon tir me revient. Ce n'est pas un souvenir de gloire, c'est le souvenir d'une perversion. J'ai dû utiliser l'outil qui sert à nourrir pour détruire. J'ai dû transformer un savoir de vie en une technique de mort. Le nettoyer, le maintenir, le préparer pour la chasse au sanglier, c'est une façon de le laver de ce péché. C'est lui rendre son âme, sa dignité. Chaque coup de chiffon est une prière silencieuse, une demande de pardon adressée non pas à Dieu, mais à la mémoire de mon père. Il m'avait confié un héritage, pas une arme. Et je fais tout, chaque jour, pour honorer cette différence. Le nom qu'on m'avait donné là-bas, le chasseur des Vosges, s'est éteint avec le bruit des canons. Les premières années, quelques journalistes sont venus. Ils voulaient l'histoire du paysan qui arrêtait les chars. Je n'ai jamais rien dit. Que pouvais-je leur raconter? La peur, le froid, le silence d'un homme qui comprend qu'il est seul. Ce n'est pas une histoire qu'on met dans les journaux. La croix de guerre est dans une boîte en bois, avec la vieille pipe de mon père. Elle ne m'appartient pas. Elle appartient à un fantôme qui a marché 6 jours dans une forêt enragée. Moi, Jean-Baptiste Roussel, je suis ici. J'ai laissé la légende mourir de sa belle mort, dans l'oubli. Car une légende est une cage. Elle vous empêche de redevenir simplement un homme. Et c'est tout ce que j'ai toujours voulu être. Un homme dans sa forêt, avec son devoir. La guerre ne m'a pas rendu plus fort. Elle m'a vidé. Elle a brûlé en moi le besoin d'être vu, d'être reconnu. Toute ma vie, j'avais agi en espérant que mes sacrifices seraient compris par ma mère, par ma sœur. J'attendais une validation silencieuse qui ne venait jamais. Dans les Vosges, j'ai reçu la validation la plus bruyante qui soit, celle de mes camarades, de mes supérieurs, de l'armée entière. Et cette validation m'a rendu plus seul que jamais. J'ai compris là-bas que le devoir n'est pas une transaction. On ne sacrifie pas sa vie en échange d'un merci. On fait ce qu'on doit faire parce que c'est la seule façon de se regarder dans un miroir sans baisser les yeux.
Ma paix intérieure n'est pas venue de leur respect, mais de ma propre certitude d'avoir été fidèle à l'enseignement de mon père. Je n'avais rien à prouver à personne, seulement à lui. Et sa voix dans ma tête s'est enfin tue. Mon nouvel équilibre est fait de choses simples. Le poids d'un lièvre dans ma gibecière, la chaleur d'une flambée le soir, le goût du pain trempé dans la soupe. La solitude n'est plus un isolement, c'est un choix. C'est l'espace nécessaire pour entendre le monde respirer. Je sais que le monde a changé, qu'il est plein de machines, de bruit et de fureur. Mais ici, dans ma forêt, les règles sont les mêmes depuis 1000 ans. La patience l'emporte sur la force. La discrétion l'emporte sur l'arrogance. Je ne suis pas un anachronisme, un homme du passé. Je suis le gardien d'une sagesse qui ne meurt jamais. Je ne me bats plus contre la pauvreté ou la maladie. Je veille. Je suis le témoin silencieux de la vie qui continue, imperturbable. Et dans ce rôle, je suis enfin à ma place, sans le moindre doute, sans la moindre attente. Je ne suis retourné qu'une seule fois dans les Vosges, bien des années plus tard. Je me suis arrêté près d'un chêne immense, dont l'écorce portait encore la cicatrice profonde d'une rencontre avec le métal. La forêt avait repris ses droits. La mousse recouvrait les anciens trous d'obus. Le silence était redevenu celui de la vie. J'ai posé ma main sur la blessure de l'arbre. Je n'ai ressenti ni fierté ni tristesse, juste la certitude que tout passe, la haine, la guerre, la gloire. Seul reste la terre, les arbres, et les hommes qui essaient de vivre en paix avec eux. Mon père m'avait appris à chasser. La guerre m'a appris ce que je protégeais. Ce n'était pas un pays ou un drapeau. C'était le droit de pouvoir se tenir debout dans une forêt et de n'entendre rien d'autre que le vent. J'ai compris que la plus grande des victoires ne fait aucun bruit.